Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors comme promis dans la dernière vidéo, on va regarder ensemble le document Excel que j'ai fait à l'issue du coup de mon backtesting. Je vais essayer de passer en revue quelques formules, essayer d'expliquer aussi comment refaire le même, parce que ça peut être je pense très utile pour beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas spécialement Excel. Du coup on va aller regarder ça ensemble, je vais pas m'attarder plus longtemps sur l'intro. Donc tu l'as sûrement vu si tu as regardé la vidéo de hier qui était très longue jusqu'au bout, en tout cas si tu as sauté un peu dans la vidéo et que tu as regardé à la fin, tu as peut-être vu que j'ai montré ce document là. Donc c'est simplement ce que j'appelle un rapport de performance. Donc ce petit encadré ici, c'est un résumé en fait de la performance de mon backtesting. Alors le backtesting, je l'ai fait, donc cette simulation historique, je l'ai faite sur une période d'à peu près 2 ans. Donc tu vois que je l'ai faite de janvier 2023 à fin 2024 en fait, jusqu'à maintenant, qui était le... je peux pas backtester dans le futur. Donc ça c'est pour la période, et alors tu as tout un tas de statistiques, de données qui me permettent en fait de voir, tiens, est-ce que cette stratégie est rentable, est-ce que cette stratégie est robuste, enfin bref, on va en parler. Alors il y a aussi quelques informations supplémentaires que j'ai rajoutées. Disons que le premier encadré, donc ici, c'est vraiment les données que tu dois avoir pour avoir une idée de, on va dire, la rentabilité passée de ta stratégie. Passée parce que c'est pas parce que ta stratégie a été rentable par le passé qu'elle le sera forcément à l'avenir. J'expliquerai peut-être par la suite. Je l'expliquais déjà dans la vidéo d'hier, mais je vais peut-être repasser là-dessus aujourd'hui. Et alors, donc pour ces détails supplémentaires, c'est pas des données qui sont essentielles pour un rapport de performance, mais c'est des données que j'ai rajoutées parce que j'en aurais besoin et elles sont importantes pour moi. Je l'expliquerai aussi. Alors il y a tout un tas de graphiques, ça c'est toujours chouette à voir, même si... Enfin non, en soi c'est très utile, à dire ça sert pas à grand chose, mais en soi les graphiques sont très utiles. Donc il y en a quand même pas mal. Donc bon, enfin on va passer dessus juste après. En fait je vais commencer par la liste des trades, mais pour les montrer quelque peu. Donc on a juste courbe de croissance, les performances mensuelles, trimestrielles. On a une courbe de distribution pour les gains et les pertes, alors je l'ai mis en pourcentage, enfin bref. Je passerai là-dessus après. La répartition des gains et des pertes, enfin plutôt le PNL. Le nombre de jours entre deux trades, la durée des trades, les sessions que je trade, etc., etc. Bref, tout ça, donc cette feuille-ci, c'est ce que j'appelle le rapport de performance, la fiche de performance, le résumé de la performance, bref, appelle ça comme tu veux, c'est un résumé de la performance de ton backtesting, ok? Ça, c'est la première chose à avoir. Mais bon, peut-être faire une mini parenthèse sur comment faire un backtesting. Alors, bon, si jamais... ça c'est évident pour toi, ne regarde pas cette partie, avance un peu dans la vidéo, mais j'aimerais quand même faire une parenthèse là-dessus parce que c'est très important de backtester. Avant de backtester, il va te falloir une stratégie, ok? J'ai déjà fait une longue vidéo là-dessus hier, donc je vais pas re-rentrer dans les détails, mais ton premier objectif en tant que, on va dire, trader novice, ou en tout cas trader qui aspire à être rentable, ça va être de concevoir une stratégie. Donc, des synonymes pour ce mot-là, ça peut être système, ça peut être méthode. En tout cas, ça sous-entend souvent la même chose. Quand je dis, ouais, voilà, ça c'est ma stratégie, ça c'est ma méthode, ça c'est mon système, souvent ça sous-entend la même chose. L'idée derrière ça, c'est que tu dois avoir une série de règles, donc certaines règles vraiment précises qui vont te dire comment tu vas aborder les marchés financiers. Alors, bon, je vais le faire de tête, mais... les choses vraiment essentielles qu'il doit y avoir dans ta stratégie, ça va être des règles pour les entrées, forcément. Donc, comment est-ce que tu vas entrer sur les marchés financiers? Quel va être, souvent on appelle ça, quel va être... Hop, allez, je vais y arriver. Quel va être ton setup? Ok. Ensuite, deuxième chose importante, mais ça va être tes sorties. Donc c'est bien d'entrer sur les marchés, c'est bien de réussir à, on va dire, timer le début d'un mouvement, mais si tu ne sors pas au bon moment, un trade gagnant peut se transformer en trade perdant. Donc ça va aussi être important d'avoir des règles, des instructions, des formules, enfin appelle ça comme tu veux, pour tes sorties. Bien évidemment, quand je dis sortie au pluriel, je parle d'une sortie stop loss, parce que c'est, selon moi, essentiel de mettre un stop loss sur tous tes trades, et aussi une sortie en profit, donc ce que généralement on appelle le take profit. Donc voilà, un trade, véritablement, ça va être 3
niveau, tu vas avoir le niveau d'entrée, tu vas avoir le niveau de stop, donc quelque part la perte maximum que tu t'autorises sur ce trade, et puis tu vas avoir le niveau de profit. Bon, bien évidemment, ici, c'est pas une vidéo sur la conception de stratégie, donc je vais pas rentrer dans les détails de, comment choisir son stop loss, genre comment choisir des règles pour un stop loss, comment choisir des règles pour un take profit, comment choisir des règles pour des entrées, etc., etc. Mais je t'invite de ton côté à explorer tous ces sujets-là pour trouver ta propre méthode. Donc ça, c'est pour les sorties. Il va te falloir des règles pour la gestion de trade. Donc une fois que tu as ouvert un trade, entre le moment où tu as ouvert ta position et le moment où tu te fais sortir, que ce soit en stop ou en take profit, comment est-ce que tu gères ton trade? Est-ce que tu le laisses juste tourner et t'attends qu'il touche soit ton stop loss, soit ton TP? Est-ce que tu déplaces ton stop au fur et à mesure? Est-ce que tu scale in ou tu scale out? Ça veut dire que tu clôtures une partie de la position ou au contraire tu rajoutes à la position? Bref, toutes ces choses-là, donc ça rentre dans la gestion de trade. Alors un autre truc que j'ai pas mentionné aussi, peut-être même avant les entrées, c'est d'avoir ce qu'on pourrait appeler des niveaux ou des zones. En tout cas, un point commun de beaucoup de stratégies, c'est que souvent, avant d'envisager une entrée, le trader va chercher à identifier un niveau ou une zone sur un graphique. Alors il y a 1 million de façons de le faire, mais disons simplement que souvent une stratégie, ça se décompose vraiment en 3 points. Le premier, ça va être, tiens, j'essaye d'analyser, on va dire, l'environnement global du marché, ou la direction, ou la tendance, enfin, voilà. En gros, j'essaie d'avoir une vue d'ensemble. Ensuite, une fois que je comprends un peu la direction globale du marché, je vais chercher à identifier une zone qui va m'intéresser pour potentiellement entrer. Ça, c'est la fameuse zone. Et une fois que, ou un niveau, ok. Et une fois que tu as ce niveau, cette zone, donc ça peut être des supports, des résistances, ça peut être des zones d'offre, de demande, ça peut être tous des concepts dont j'ai pas les noms exactement, mais je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça. Ça peut être des niveaux Fibonacci, ça peut être utiliser les moyennes mobiles comme support ou résistance, ça peut être des niveaux psychologiques, ça peut être... Enfin bref, toutes ces zones en fait sur lesquelles le prix va réagir, eh bien tu vas vouloir les identifier, et une fois que le prix revient dans tes zones, ok, les zones qui vont t'intéresser, à ce moment-là tu vas commencer à chercher un setup d'achat, de vente, bref, dans la direction de ta stratégie. Enfin, si ta stratégie va dans, je sais pas moi, que c'est une stratégie de suivi de tendance, tu vas vouloir prendre une entrée dans le sens de la tendance. Bref, donc ça je dirais que c'est les choses essentielles. Ok, peut-être juste rajouter, mais quelque part si tu as des règles pour ton stop, peut-être que tu as déjà intégré un peu ça là-dedans, mais donc il te faut une gestion des risques forcément. Donc tout ça, ça comprend le risque par trade, le drawdown, etc. Bref, je te passe les détails. Mais donc, parce que ça fait une grosse parenthèse pour si peu de choses, mais donc la première chose, c'est de créer une stratégie tout simplement avec ces choses essentielles. Bien évidemment, tu peux rajouter encore plein de choses, et ta stratégie, de façon plus globale, fait partie en fait de ton plan de trading. Donc à l'intérieur de ton plan de trading, tu vas avoir des choses plus génériques sur ton trading, comme par exemple, tiens, quelle session est-ce que je vais trader, quel type de trader je suis, c'est quoi mon objectif avec le trading, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire du trading, comment est-ce que je vais gérer mes gains, pas au sens trading pur, mais par exemple, imaginons maintenant, tu touches un payout, ok, à la fin du mois, tu as une belle paye de 1000 euros, 2000 euros grâce au trading. Comment est-ce que tu vas utiliser cet argent? Est-ce que tu vas l'épargner? Est-ce que tu vas... Enfin bon, tout ça, c'est des questions personnelles, mais ça peut être intéressant de les mentionner dans ton plan de trading. Bref, donc une fois que tu as ta stratégie, une fois que tu as ta stratégie, il va falloir la backtester. Pourquoi? Parce qu'une stratégie reste une idée, donc c'est qu'une idée tant que tu n'as pas prouvé qu'elle est rentable par le passé et à l'avenir. Donc pour la backtest, pour prouver qu'elle est rentable, tu vas vouloir faire 2 choses, du backtesting et du forward testing. Donc le backtesting, ça va être ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ok. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au backtesting. Le forward testing, en fait, c'est juste trader la stratégie. Mais c'est pas vraiment trader la stratégie en temps réel, étant donné que tu vas vouloir forward tester ta stratégie, soit sur un compte démo, pour être sûr vraiment qu'elle est rentable, parce que comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'elle a été rentable par le passé, donc en backtesting, qu'elle sera rentable à l'avenir. Donc tu veux encore la tester un petit peu sur un échantillon de peut-être quelques mois en démo pour être sûr que la performance passée est reproduisable, bref, que la performance passée peut être reproduite à l'avenir. Donc soit sur un compte démo, soit sur un petit compte réel. Alors petit, c'est relatif, ça dépend. Pour certaines personnes, un petit compte, c'est 1000 euros, pour d'autres c'est 10 000 euros, bref, c'est à toi de voir, mais l'idéal c'est de du coup avoir donc soit un compte démo, soit un petit compte réel qui est
avec suffisamment d'argent pour que le côté un peu émotionnel entre en jeu, mais aussi pas trop non plus parce que tu veux pas, disons juste que sur ce compte-là, tu veux mettre de l'argent que tu peux perdre. Voilà. Bref. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc ça c'est le forward testing, c'est pour après le backtesting. Ce qui nous intéresse c'est le backtesting. Alors pourquoi je voulais évoquer le backtesting avant du coup de vous montrer du coup la fiche de performance du backtesting? C'est parce que il y a plusieurs façons de backtester, il y a plusieurs méthodes on va dire, et il faut bien choisir la méthode de backtesting en fonction du genre de trader qu'on est. Donc je vais d'abord les noter. Okay. Donc soit tu peux faire du backtesting manuel. Ok, ça c'est donc le backtesting manuel, c'est vraiment tu affiches un graphique et tu remontes en arrière sur par exemple des logiciels comme TradingView, tu as la possibilité de cacher le prix et alors tu peux avancer barre par barre. Sur MetaTrader aussi tu peux faire ça, mais donc tu vas juste en fait afficher les barres au fur et à mesure et trader comme si tu étais en réel. Et donc si à un moment il y a ton setup qui se présente sur les graphiques, hop, tu prends position, tu enregistres ça dans un Excel ou peu importe où et tu continues à trader comme ça sur l'échantillon, sur l'historique de prix que tu as choisi à l'avance. Donc ça c'est le backtesting manuel. Alors tu as aussi le backtesting avec des logiciels. Alors je parle pas du backtesting automatique, je parle juste du backtesting pardon, genre manuel logiciel. Ça veut dire que tu as des logiciels comme par exemple, je vais t'en donner un, Forex Tester par exemple. Bon, il y en a d'autres mais bon, je vais en citer qu'un. Je ne l'ai pas essayé personnellement, c'est juste que je l'avais vu dans un livre où il suggérait ce logiciel-là. Mais donc du coup, ce que j'appelle le backtesting manuel logiciel, c'est dans le sens où tu vas backtester manuellement, mais le logiciel va t'aider à enregistrer tes trades. En gros, c'est juste ça. Et c'est plus rapide que le backtesting manuel, mais ça reste une sorte de backtesting manuel. Et puis tu as le backtesting automatique. Donc là, c'est quand tu vas vraiment coder un algo. Ok, c'est possible que pour les stratégies 100% mécaniques. Donc ça aussi c'est important de le dire. En fait, ton backtesting va dépendre de ta stratégie. Ok, donc soit tu as une stratégie discrétionnaire, ok, soit tu as une stratégie mécanique. Une stratégie discrétionnaire, ça veut dire que tu as une part de subjectif dans ta stratégie. Une stratégie mécanique, ça veut dire qu'elle est 100% automatisée. Pour répondre à cette question, si tu ne comprends pas trop les termes discrétionnaire et mécanique, imaginons maintenant, genre là maintenant, tu peux, donc ta stratégie tourne, tu peux éteindre ton ordinateur, te barrer en vacances pendant un mois et ton compte continue ta stratégie continue de trader à faire des profits pour toi, sans que tu n'aies rien à regarder sur tes ordinateurs, ça veut dire que tu es 100% mécanique à ce moment-là. Ta stratégie est 100% mécanique. Si maintenant tu as réalisé un algo de trading qui va identifier des setups automatiquement pour toi, etc., mais que tu dois encore appuyer sur le bouton achat-vente, etc., planifier ton trade, bon, ta stratégie est très mécanique, mais elle n'est pas 100% mécanique pour autant, même si elle pourrait être backtestée 100% automatiquement. Mais bref, donc c'est important de savoir où tu te trouves sur, on va dire, le spectre, où imaginons tout à droite c'est 100% mécanique, tout à gauche c'est 100% discrétionnaire. Généralement, la plupart des traders, ça j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, se trouvent un peu entre les deux. Donc ils ont une partie de leur stratégie qui est automatisée avec des règles précises et l'autre partie où il y a quand même une part de discrétionnaire, surtout pour ceux qui intègrent le fondamental dans leur trading. Mais donc, pour le faire simple, si maintenant tu as une stratégie plutôt discrétionnaire, ok, ou encore plus simple, si maintenant ta stratégie n'est pas codée, sous la forme d'un algorithme, tu rentres dans cette catégorie-là, tu vas devoir faire un backtesting soit manuel avec un logiciel. Certes, tu pourrais éventuellement backtester certaines parties de ta stratégie si tu intègres des choses comme des indicateurs, mais dans tous les cas, si tu veux backtester l'intégralité de ta stratégie, tout en même temps, tu vas devoir le faire manuellement. Si maintenant, du coup, tu as une stratégie mécanique, tu vas pouvoir faire un backtesting automatique. Aujourd'hui, je vais surtout parler du coup du backtesting manuel et discrétionnaire, parce que c'est celui que je fais, tout simplement. Donc pour pouvoir backtester ta strat, qui du coup est discrétionnaire, ou en tout cas relativement discrétionnaire, hop, 2 petites secondes, voilà. Oui, tu vas avoir besoin de règles vraiment précises, ça je l'ai déjà dit avec ta stratégie. Et d'ailleurs en backtestant, tu vas te rendre compte si tes règles sont suffisamment précises, et tu vas vouloir, et là j'aimerais parler d'une chose assez importante, je l'ai déjà évoqué dans la vidéo d'hier, mais c'est vraiment très important. Tu vas vouloir trader ta stratégie comme si tu étais en réel. Donc imaginons donc tu as le prix qui s'affiche, etc. Tu commences ici, ok cool, tu vas afficher barre par barre, et puis dès que tu as un setup, ok, donc imaginons, je sais pas moi, hop, il y a tel chandelier là, et ce chandelier là, ça veut dire que je dois rentrer
je sais pas moi, un ordre limite à ce niveau-là, et un stop là, et un TP ici, ok, cool. Et puis tu continues, imaginons ton ordre est enclenché, et puis le prix va dans ton sens, cool. Tout ça, ces valeurs là, l'heure, etc., enfin, on va le voir juste après, tu dois l'encoder dans un Excel. On va le voir juste après. Juste avant d'aller sur l'Excel, dernier mini truc, on y va dans 2 minutes. C'est quand tu fais ça, donc quand tu affiches progressivement les prix, etc., pour backtester, fais très attention à ce qui s'appelle le biais rétrospectif. Donc le biais rétrospectif, c'est tout simplement quand tu affiches les prix au fur et à mesure, tu vois, donc tu as les prix qui s'affichent, et tu prends pas de trade, donc imaginons on est là, tu prends pas de trade, tu continues à afficher, et puis là, tu te dis, ah mais mince, en fait, je devais prendre un trade là. Et donc tu triches, tu reviens un peu en arrière, donc t'effaces, et hop, tu prends le trade. Non, ça compte pas, c'est de la triche. Tu peux pas faire ça. Donc, le seul conseil que je peux te donner, c'est essaye vraiment de ne pas tricher. Si maintenant tu as affiché les prix, et après coup, tu te rends compte, ah mais mince, en fait, normalement, je devais prendre un trade là, ben, tu l'as raté, c'est pas grave, c'est tant pis. Si tu étais en trading réel et qu'on était là, tu n'aurais pas pu revenir en arrière pour prendre le trade. Donc vraiment, essaye de ne pas faire preuve, enfin, ne pas avoir ce biais rétrospectif, justement, qui te pousse à tricher et revenir en arrière, parce que ça va juste fausser tes résultats, etc. Bref. On a fini avec cette mini explication sur le backtesting. Donc, une fois que tu es prêt à backtester, ben, tu vas backtester ta stratégie, ok. Ce qui peut être bien, mini conseil, c'est d'avoir tes règles devant toi. Donc ce que j'aime bien faire quand je fais une session de backtesting, c'est que ben, j'imprime juste sur papier mes règles précises. Et comme ça, si jamais j'ai un petit doute, il me suffit de regarder le document. Bon, il est pas long, hein, ça fait qu'une page recto verso, mais parce qu'il est très détaillé. Mais si maintenant j'ai un doute sur ah mais tiens, dans telle situation, comment est-ce que je suis censé analyser le prix et qu'est-ce que je suis censé faire, ben, il suffit que tu relises tes règles, les règles de ta stratégie. Bref, donc comme je te l'ai dit juste précédemment, tu vas encoder tous les trades que tu prends. Ok, sur ici ben, la période c'était de janvier 23 à novembre 24. Et donc tu vas les encoder, tous les trades. Et alors tu vas vouloir prendre quelques paramètres importants. Donc, le premier, ok, est-ce que c'est un achat ou une vente? Ok, donc achat, vente, ok. La devise sur laquelle tu vas backtester. Alors là tu vois que j'ai backtesté que l'euro-dollar. Parce que c'est je suis spécialisé sur l'euro-dollar, je trade que ça. Mais du coup, si maintenant tu backtestes ta stratégie sur plusieurs actifs, ben forcément tu vas mettre les différents actifs. Donc voilà, euro-dollar. Date d'ouverture, je te conseille aussi de mettre l'heure d'ouverture. Ok, tu vas comprendre après pourquoi. Alors ensuite, setup d'entrée, ça c'est à toi de voir. Comment est-ce que tu nommes tes setups? Est-ce que ton setup, ça s'appelle, je sais pas moi, la super entrée XZB, j'en sais rien. Enfin bref. En gros, souvent, tu vas avoir peut-être différents setups avec peut-être juste quelques nuances. Ici, dans mon cas, le setup d'entrée, c'est juste l'unité de temps sur laquelle je suis entré. Soit j'entre en M15, soit j'entre en H1. Mais tu peux avoir différents, on va dire, pour une même stratégie, plusieurs variantes de setup, on va dire, que tu vas appliquer. Donc bref, setup d'entrée, en gros, pour ma part, c'est juste une question d'unité de temps. Est-ce que je suis entré en M15 ou en H1 ? Mais comme je l'ai dit, tu peux mettre un nom ou un truc. Ça va aussi être utile après pour voir, tiens, est-ce que c'est mon setup H1 ou M15 qui est le plus rentable, etc. Prix d'ouverture, forcément. Alors, donc ça c'est le prix auquel tu es entré. Prix stop, c'est le prix auquel tu as mis ton stop loss. Ok. C'est pas le prix de sortie. Okay, c'est juste le prix auquel tu as mis ton stop. Par exemple, ici, tu vois qu'il y a un stop de 20 pips, 20 points. Okay. Alors là, on va rentrer dans les calculs compliqués. Je vais les détailler, quitte à ce que la vidéo soit plus longue. Comme ça, tu as vraiment le plus d'outils possible. Donc, taille de position, c'est pas très compliqué. Si je prends un capital de départ de 25 000 euros, ok, ici, tu le notes, et je prends un risque. Donc, à chaque fois, en face de mon trade, donc de ma ligne, j'ai mis le risque que je prenais. Donc, tu vois que j'ai un risque constant, c'est toujours 0,5% par trade. Ma manière de calculer ma taille de position, ça va être toujours comme suit. Je détermine d'abord mon stop, qu'il fasse 20, 30, 40 pips, on s'en fout. Je détermine d'abord mon stop, et ensuite, par rapport à la taille de ce stop, je vais m'arranger pour que ce nombre de points égale 0,5%, donc c'est mon risque ici. Donc si maintenant j'ai un stop de 20 points, par exemple, je vais risquer je vais avoir une taille de position de 0,6 par rapport aux 25 000 euros. Donc comment je sais ça? Tout simplement, bon ici j'ai arrondi, mais donc arrondi à 2 décimales près. Mais la fonction en elle-même, c'est simplement tu prends ton capital, donc les 25 000 euros,
Okay. Tu les multiplies par ton risque, donc tu as la valeur que tu risques par trade, dans ce cas-ci ce sera 125 euros. Ensuite tu vas le diviser, alors ici j'ai pris la valeur absolue, puisque forcément parfois le prix d'ouverture est au-dessus du prix stop, ou parfois le prix stop est au-dessus du prix d'ouverture, en fonction de si c'est un achat ou une vente. Mais du coup pour avoir juste la différence entre les deux, tu prends la valeur absolue de la différence. Okay, donc tu fais juste valeur absolue, tu fais la différence entre ton prix d'ouverture et ton prix stop pour avoir la taille de ton stop. Ensuite, tu vas le multiplier par 100 000, parce que sinon tu vas avoir un problème d'unité. Et à la fin, tu obtiens du coup la taille de ta position en lot. Donc, si tu n'es pas au courant, un lot, c'est 100 000 unités. Donc, en tout cas sur l'euro-dollar. Attention, parce qu'en fonction de l'actif que tu trades, ça peut le changer. Mais sur l'euro-dollar, un lot, c'est 100 000 unités. Et 100 000 unités, c'est 100 000 euros. Donc, si maintenant je trade 0,62, lot, ça correspond à 62 000 unités. Ou formulé autrement, ça correspond à 62 000 euros. Donc, maintenant que je sais combien d'argent je mets sur les marchés, je peux aussi calculer mon effet de levier. Parce que du coup, j'ai que 25 000 euros. Ça veut dire que mon broker, il va me prêter l'argent que je n'ai pas. Donc, j'utilise un effet de levier. Et bien, cet effet de levier, tout simplement, tu vas utiliser la taille de position. Je la remultiplie par 100 000 pour du coup avoir 62 000 euros. Enfin, un chiffre de 62 000 euros. Et je vais juste le diviser par, du coup, mon capital de départ. Alors, par la suite, tu verras que je ne le divise pas par le capital de départ, mais je le divise bien par le capital actuel. Donc si maintenant je suis ici, je vais pas diviser par les 25 000 euros, non, je dois les diviser par, ici par exemple on est à 31 000 euros de capital, donc je dois les diviser par ce capital là. Pourquoi? Parce que mon risque s'ajuste. Ici quand je dis 0,5%, c'est pas 0,5% du capital de départ, je vais pas systématiquement risquer 125 $, ce serait stupide parce que sinon ça veut dire que je risque de moins en moins d'argent au fur et à mesure que mon capital monte. Non, en réalité mon risque s'ajuste, donc c'est 0,5% de ce montant là. Donc quand ici on calculait le risque ici, c'est important, j'ai dit tantôt que tu prenais donc ton capital de départ multiplié par ton risque, mais en réalité tu prends le capital actuel. Par exemple, à ce niveau-là, pour calculer ce trade-là, combien de lots je dois prendre, le dernier niveau de mon capital, c'était celui-là, que j'ai multiplié par 0,5. Bref. Date de clôture, heure de clôture, c'est comme la date d'ouverture et l'heure d'ouverture. Ok. Le setup de sortie. Alors là, ça dépend de ta stratégie. Pour ma part, en fait, le setup de sortie, il va y en avoir plusieurs. Donc j'ai juste mis une liste déroulante, tu vois. Et donc du coup, j'ai simplement à sélectionner mon setup de sortie. Donc je vais sortir un niveau psychologique, un précédent au bas, un niveau intermédiaire, une extension Fibonacci, etc. Prix de sortie, très important pour calculer tes gains par la suite. Donc imaginons ici, tu vois que c'est un trade qui a été ouvert en 1,0620 avec donc un lot de 0,6. Okay, de 60 000 unités, et je suis sorti en 1,05. C'était un short, donc du coup il y a à peu près 120 pips de profit. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité c'est une stratégie swing, je tiens à le préciser, donc c'est pas anodin d'observer des profits qui sont supérieurs à 70, 80, voire même 100 pips. Donc prix de sortie, cool, tu le notes tout simplement quand tu fais ton backtest. Durée du trade, alors là c'est une formule un peu compliquée, mais donc si tu as bien enregistré la date et l'heure d'ouverture et de clôture, c'est pas si compliqué à calculer. Donc tu vas d'abord convertir le nombre de jours en unités, donc tu vas mettre jour, ok, et tu vas mettre la différence entre la clôture, donc c'est important de mettre d'abord la clôture, la date de clôture et la date d'ouverture, donc J3 .C3, donc ici ça va te donner du coup la différence entre les deux en jours, enfin en unités numéraires, que tu vas multiplier par 24, ok, parce que tu vas avoir donc le nombre de jours en unités, mais tu le veux en heures, puisque comme ça on peut additionner les heures avec des heures et pas les pommes avec des poires. Donc tu le multiplies par 24 et à ça, pardon, tu additionnes, tu fais la même formule en fait, tu vas prendre l'heure, ok, ou plutôt tu vas convertir l'heure, donc c'est K3, c'est ici l'heure de clôture en unité, et même chose, tu vas convertir l'heure d'ouverture en unité avec la fonction heure, et puis tu soustrais les deux, donc tu prends l'heure de clôture moins l'heure d'ouverture, ok. De toute façon, je pense que t'as qu'à faire pause sur la vidéo pour voir la formule si jamais t'as des doutes. Entre tout ça, ça va juste te donner la durée du trade en heure, ok. Donc ici t'as les durées de trade en heure, ça va être utile par la suite pour voir la durée moyenne d'un trade. Et alors les heures d'ouverture et les dates d'ouverture vont être utiles pour voir combien de temps s'écoule entre deux positions. Surtout pour une stratégie swing, c'est utile parce que si maintenant tu te dis punaise, je dois trader, mais tu vois que en fait il peut s'écouler une semaine entre deux trades, c'est pas grave si tu trades pas tous les jours. C'est important de savoir ça pour savoir si tous les jours sont un jour de trading ou pas. Gain-perte, ça c'est la colonne qui nous intéresse presque le plus.
pas pour les gains, mais en réalité parce que c'est aussi dans cette colonne-là que tu vas pouvoir voir ton drawdown, qui va être très important pour avoir une mesure de ton risque. Donc gain-perte, formule pas si compliquée, même si elle a l'air compliquée. Attends, je vais reculer un peu vers la droite. Ouais, non, ça va être compliqué. On va la regarder ici, ok. Mais donc ça nous dit simplement que si, ok, les conditions, donc enfin c'est un si à conditions multiples, donc il y a plusieurs si. Si dans les conditions, la case A3, donc c'est la toute première case ici, c'est une vente, donc si on a de la vente, alors la formule, je vais mettre là comme ça tu vois avec les couleurs, la formule ça va être le prix d'ouverture, ok, moins le prix de sortie. Donc en fait, juste mini précision, je dois mettre cette condition là parce que, comme je l'avais dit tantôt, on va avoir un problème si maintenant tu as le prix d'ouverture et le prix de sortie qui est au-dessus. Si tu soustrais les deux, en gros, tu dois... Quand c'est un achat, il faut calculer le profit dans un sens, et quand c'est une vente, il faut calculer le profit dans l'autre sens, tu vois. J'ai super mal expliqué, mais j'espère que tu as compris. Bref, mais donc du coup, la formule est différente en fonction de si c'est un achat ou une vente. Si c'est une vente, du coup, tu dois soustraire le prix de sortie au prix d'ouverture pour avoir le nombre de pips, donc en valeur positive, et donc là, tu auras 120. Ensuite, tu vas multiplier les 120 pips par la taille de position, donc 0,6. Oui, pardon, juste avant ça, tu le multiplies par 100 000. Enfin, tu peux multiplier, si tu veux, la taille de position par 100 000 ou le nombre de pips par 100 000, ça change pas grand-chose. Bref. Pourquoi ? Parce que, en réalité, le résultat qui va sortir de cette différence-là, ça va pas être en pips, ça va pas être 120, ça va être 0,00 machin, 120. Du coup, il faut multiplier par 100 000 pour avoir 120. Puis donc, tu peux multiplier par ta taille de position, et donc tu vas avoir 120 fois, même plus que 120, je crois, tu vas avoir 1200 fois 0,6. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, moins 2,4, ça c'est juste que en moyenne sur mon compte, les frais sont de moins 2,4 par transaction. 2,4 €. Donc je l'ai mis, mais tu peux l'enlever. Et puis alors, de nouveau, après, on a juste la même formule en fait. Dans le cas où c'est de l'achat, du coup, il faut faire le prix d'ouverture moins le prix de sortie. Attends, que je dise pas de bêtises. Au final, la formule est la même. Ah non, pardon, il y a juste un petit moins ici devant. Voilà, il ne faut pas le rater. Donc dans le cas où c'est de l'achat, juste il faut que le résultat de cette équation-ci soit l'inverse. Sinon, tu vas avoir une perte alors qu'en fait, tu as un gain. Voilà pour la formule. Encore une fois, si tu as besoin, tu fais pause sur la vidéo, etc. Et donc voilà, tu as ta formule de gain et de perte que tu peux étendre à tout. Ok. Gain-perte ici en pourcentage. Alors c'est un pourcentage par rapport au capital actuel, pas par rapport au capital de départ. Ça veut dire que ici à droite, tu as le rendement par rapport au capital de départ. Donc, par exemple, ici, tu vois que, je sais pas moi, on est à 12% de profit sur le compte depuis le capital de départ. Cool. Mais si tu fais la somme ici des profits, tu vois qu'on est à 11,99%. Donc un peu moins que 12,6%, tu vois. La différence s'explique parce que ici, le gain est proportionnel au capital actuel. Donc si maintenant je regarde ici combien de profits j'ai, avec 472 $, en réalité j'ai 1,78%, mais pas de 25 000, 1,78% de 26 556. Ok, donc c'est important à savoir. Donc pour calculer ça, tout simplement, le gain divisé par... ou la perte, ça peut être une perte aussi ici, divisé par le capital. Bon, ici c'est par le capital de départ, mais ailleurs c'est par le capital simplement du niveau précédent. Ok. Et puis bien évidemment la colonne est mise en pourcent. Parce que si tu fais juste ça comme ça et que tu sors une valeur numéraire, tu auras 0,0178. Du coup, tu dois le mettre en pourcent. Ici, le capital, c'est simplement une addition. Donc forcément, ce capital-ci, c'est le niveau de capital précédent plus le dernier résultat du trade. Et alors le rendement, c'est simplement le capital moins... Bon, en réalité, j'aurais pu le calculer différemment, mais ouais, j'avoue que cette formule est un peu inutile. Tu peux remplacer ça, si tu veux, par simplement la valeur du gain ou de la perte. Parce que là, ce que j'ai fait, en fait, c'est... Ah non, ok, je sais pourquoi j'ai fait ça. C'est pour avoir le rendement cumulé, pardon. C'est pas le rendement, juste rendement du trade, c'est le rendement cumulé. Donc forcément, en fait, tu prends simplement la valeur actualisée de ton capital, par exemple ici 31 000, et tu vas soustraire, du coup, le capital de départ pour avoir la quantité, on va dire le gain total depuis le début, et puis tu vas le mettre en pourcentage. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est toutes les choses importantes à enregistrer selon moi pour ta liste des trades. Une fois que tu as enregistré tout ça,
Ok, on va pouvoir dégager les statistiques qui nous intéressent tant. Alors, avant d'aller plus loin, j'insiste, ce travail-là, ok, donc ça, c'est la chose la plus importante de ton backtesting. Enfin, le backtesting est hyper important. Tu dois le faire avec énormément de sérieux. Mais ce document-là, même si esthétiquement parlant, cette page est super stylée et tu as envie de la montrer à des gens en mode regardez, j'ai backtesté ma stratégie, elle a l'air prometteuse, je suis impatient de l'essayer, etc. Même si cette page-là est cool, c'est cette page-ci qui est le plus important. Parce que c'est avec toutes ces données-là que tu vas enregistrer. Et tu dois vraiment le faire, comme je l'ai dit, avec vraiment énormément de minutie. Tu dois vraiment le faire super attentivement. Trade par trade. Et un petit conseil aussi, fais pas une grosse session de backtesting en une fois. Divise les sessions de backtesting pour vraiment avoir ton esprit vif et prendre les positions de la façon la plus réaliste possible. Bref, je pense que la parenthèse est fermée. Ok, mais donc c'est ce document-là qui est le plus important. Une fois que tu as ce document-là avec toutes les données dont j'ai parlé, tu vas pouvoir faire le résumé de ta performance. Alors bon, il y a des trucs simples, profit net total, je pense que j'ai pas besoin de te montrer comment le calculer, tu fais le profit brut, enfin ouais, quoi qu'en fait si, les formules sont peut-être un peu complexes. Mais donc profit brut c'est quoi? C'est juste une somme, donc on va aller chercher dans la page liste des trades, donc c'est celle-ci. Donc en gros c'est la somme de tous les trades ici, ok, donc tu prends toute la colonne là, blablabla, tu descends, tu prends tout ça. Donc c'est la somme de tout ça si, et c'est là la petite condition, si la valeur est supérieure à 0. Ici j'ai mis strictement supérieur. En réalité, j'aurais pu mettre supérieur ou égal à 0. Voilà, c'est mieux. Bon. Donc en gros, c'est la somme, ok, donc ça, c'est tous les trades que j'ai sélectionnés. Point virgule, t'ouvres les guillemets, plus grand ou égal à 0. Donc si maintenant, dans la liste de tous mes gains, j'ai des valeurs positives, ou de 0, on va dire break-even, ben ça c'est mon profit. Et puis je fais la même chose avec les valeurs négatives. Okay, donc là, j'ai le profit brut. Donc c'est tout l'argent qui a été généré sur le compte et tout l'argent qui a été perdu sur le compte. Cool. Ensuite, tu as le profit net total. Bah, tu fais la différence entre les deux. Donc au total, sur une période de 2 ans, la simulation historique, enfin la stratégie, pardon, a généré 34 388,50 €. Ok. Bon, c'est bien évidemment une estimation parce qu'il y a toujours des choses comme les frais, le swap, le slippage, etc., etc. Mais généralement, c'est assez fiable. PNL des positions ouvertes, il n'y en a aucune. Alors, le nombre total de trades, bah, ça, il suffit de compter ou tu fais la somme, ou enfin bref, ok, donc 85. Nombre de trades gagnants, je l'ai fait par rapport au nombre de trades perdants, donc j'ai simplement pris le nombre si, dans la liste, le résultat est stop loss. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai mis prix de sortie, quand j'ai mis setup de sortie, quand j'avais une perte, le setup, c'est pas vraiment, c'est un stop loss, c'est juste un stop loss, puisque je laissais tourner mon trade jusqu'au stop loss dans le cas où c'était une perte. Donc j'ai simplement mis ça comme formule. Donc si maintenant cette case c'est stop loss, calcule simplement le nombre de cases où il y a stop loss. Okay, donc il y en a 33, puis du coup tu prends le nombre total de trades, 85 moins 33, et tu as 52 trades gagnants. Pourcentage de rentabilité, tu fais la différence entre les deux. Donc le nombre de trades gagnants divisé par le nombre total de trades. Ok, plus grand trade gagnant, tu prends le maximum dans ta liste de trades. Donc si vraiment il faut que je le montre, tu vas là-dedans, tu sélectionnes tout ça, et c'est le maximum de tout ça. Ok, plus grand trade perdant, tu fais la même chose, le minimum. Ok, plus grand trade gagnant, alors là c'est plus intéressant, pourquoi? Parce que pour moi, et là je vais faire une remarque importante, donc écoute bien. J'ai mis un capital de départ de 25 000 €. Pourquoi? Parce que c'est actuellement la taille de mon challenge Prop Firm, qui est de 25 000 €. Sauf que, étant donné que c'est un challenge Prop Firm, passé un certain pourcentage de rendement, le capital change. Il est doublé, ou plus. Donc au lieu de 25 000 €, j'aurai 50 000 €, 75 000 €, 100 000 €, etc. Donc, ce que j'ai mis là, le plus grand trade gagnant en pourcentage, c'est pour avoir une meilleure idée de ce qu'est vraiment mon plus grand trade gagnant, mais d'un point de vue R, risque, pourcentage, et non pas d'un point de vue net en euros. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce plus grand trade gagnant, si tu regardes, il est bien plus bas, il est ici, sauf que forcément, il est aussi colossal parce que la taille de mon compte a doublé à ce niveau-là. C'est vers la fin du backtesting. Donc forcément, si la taille de mon compte a doublé, un rendement de 3%, au lieu de 3% de 25 000, ça m'aurait rapporté peut-être 800 ou 850 €. Sauf que là, ça m'a rapporté
1700 € parce que mon compte est doublé. Mais donc j'ai préféré regarder le rendement relatif ici, c'est pour ça que j'avais mis cette colonne là en fait de gain-perte, parce qu'en réalité ce trade là, certes d'un point de vue purement monétaire, c'est le plus grand, 1700 € en un trade, mais en réalité d'un point de vue rendement par rapport à mon capital et à mon risque, il est que de 3,24%. Bon, c'est déjà une très belle performance, mais si tu remontes dans la liste, tu verras qu'il y a un trade qui a une performance de 3,5%. Donc ça, plus grand trade gagnant, de nouveau maximum, et puis juste au lieu de prendre cette colonne là, tu prends cette colonne là. Ensuite, minimum, cool. Trade gagnant moyen, j'ai fait la même logique en fait. J'ai mon trade gagnant moyen en euros, mais j'ai aussi mon trade gagnant moyen en pourcent. Donc tu vois qu'en moyenne, par trade, je gagne 2%. Sachant que je risque 0,5%, ça veut dire qu'en moyenne, mon gain est de 4R. Ce qui est pas mal. Ça veut pas dire le trade moyen, ça veut juste dire le trade gagnant moyen, donc c'est que les gagnants. En moyenne, mon gagnant est de 4R. Alors pourquoi le R est si élevé? Parce que ça peut paraître élevé pour certaines stratégies, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est parce que c'est une stratégie swing. Ça veut dire que ta stratégie swing, tu vas laisser tes positions tourner longtemps, tu vas aller chercher des 100 pips et plus, et donc souvent, ton multiplicateur de risque est assez élevé. Trade perdant moyen, ça, en fait, c'est comme le plus grand trade perdant, parce que tu remarqueras que mon risque est toujours de 0,5%. Tu le vois ici, le risque est toujours de 0,5%. Alors bien évidemment, en situation de trading réel, tu peux avoir du slippage ou des trucs comme ça qui font que tu n'es pas exécuté, ton stop n'est pas exécuté exactement au prix auquel tu l'aurais souhaité. Mais disons que d'un point de vue théorique, mon trade perdant moyen est de 0,5%. Ratio gagnant moyen, perdant moyen, tu prends simplement le ratio entre les deux. Ok, donc ici les deux. 3,97, mais ça m'intéresse pas tant que ça. C'est plutôt le trade moyen gagnant. Alors ici, de nouveau, je l'ai pris en termes monétaires, mais ce qui m'intéresse, c'est en termes de pourcentage. Tu vois qu'en moyenne, sur chaque trade, je peux espérer gagner 1%. Alors bon, ce que je viens de dire est un peu faux, dans le sens où tu vas pas gagner 1% sur chaque trade. Mais si tu fais la moyenne de toutes tes gains et tes pertes, ça devrait avoisiner les 1% par trade. Sachant que je risque 0,5, donc en réalité, c'est 2R. Donc ça veut dire que tu gagnes 2 fois ton risque, c'est une bonne nouvelle. Nombre maximum de gagnants consécutifs. Là, je t'affiche la formule, elle est complexe. Je vais pas la décortiquer, mais je te l'affiche. Donc, c'est simplement que tu vas faire le maximum d'une fréquence. Ok, tu vas vouloir voir la fréquence de gagnants consécutifs. Si, alors là, tu vas sélectionner toute ta liste de trades. Ok, tu vas juste mettre si elle est plus grande que 0. Donc, si on aurait pu mettre plus grand ou égal, mais on va juste dire plus grand que 0. Et tu vas mettre une fonction ligne. Ok, et donc en gros, il va voir s'il y a des lignes consécutives de trades plus grands que 0. Et tu vas de nouveau sélectionner ta liste de trades. Tu fermes ces parenthèses là, point virgule, un autre si dans ta liste de trades plus petit que 0, tchac. Bref, t'as qu'à faire pause sur la vidéo, t'as qu'à copier la formule. Juste tu remplaces guillemets, liste de trades, point d'exclamation O3, 2.O87 par la sélection de tes trades. Et quand je dis la sélection de tes trades, c'est cette colonne-ci, encore une fois, c'est les gains-pertes. Ok, ou bien si tu le veux en rendement ici, ok, mais de toute façon ce sera la même chose dans le sens où les pertes c'est des pertes, ici c'est pas la taille de la perte, c'est le nombre de pertes. Donc voilà, donc ça c'est pour les gagnants, et la formule pour les perdants, tu dois juste remplacer les signes ici. Donc là, au lieu d'avoir un plus grand comme on avait avant, on a un plus petit, et ici au lieu d'avoir un plus petit, on a un signe plus grand. Voilà, donc nombre maximum de gagnants consécutifs, ce que j'appelle le run-up. En fait, le run-up, c'est l'inverse du drawdown. C'est dans le sens où, enfin, c'est pas nécessairement le run-up, mais tant que je parle de ça, autant continuer. Ça veut dire que par rapport à un creux sur ta courbe de croissance, tu vois la courbe de croissance ici, par rapport à un creux, jusqu'où est-ce que ton compte va monter sans s'arrêter, sans avoir des pertes. Donc ça, c'est le run-up. Tout comme à l'inverse, le drawdown, c'est par rapport à un sommet sur ton compte, jusqu'où ton compte va chuter avant de réussir à redépasser le précédent haut qu'il a fait sur ton compte. Donc ça, c'est le drawdown. Alors, on continue. Durée moyenne des trades gagnants. Donc ça, c'est juste, tu te souviens, on avait noté la durée du trade moyenne ici, en heures. Donc, une formule un peu compliquée, mais donc en fait, c'est simplement la moyenne. Ok. Si, dans cette liste de trades, le résultat, donc dans la liste de... Si dans la colonne ici, le résultat est supérieur à 0, ok. Oui, j'aimerais que il me fasse la moyenne de la valeur ici, et puis à la fin, j'ai juste mis un divisé par 24 pour avoir la valeur en jours. Donc en moyenne, mes trades gagnants, je précise, trades gagnants durent 3,3 jours, mes trades perdants durent un peu moins de 48 heures, donc durent à peu près 36 heures en moyenne.
Donc déjà, juste à ces deux paramètres-là, tu vois clairement que c'est une stratégie swing. S'il y a trade moyen perdant dure 1 jour et demi et un trade moyen gagnant dure 3 jours et demi, c'est du swing. Drawdown maximum en euros, en pourcent. Donc ici, c'est l'équivalent de 4 R, si tu fais le calcul, parce qu'encore une fois, je risque 0,5% par trade. Du coup, je pense que j'avais pas besoin de le dire, mais du coup, le drawdown maximum, j'ai simplement pris la somme de mon nombre maximum de perdants consécutifs. Ok, idem ici, sauf que je l'ai pris en pourcentage. Effet de levier moyen. De nouveau, la moyenne des effets de levier. Donc, mais bon, c'est pas des valeurs très utiles comme la taille de l'eau moyenne. En fait, ça sert pas à grand chose puisque la taille de l'eau va dépendre du capital et le capital va augmenter avec le temps, donc la taille de l'eau va augmenter. Donc, tu vas avoir une distribution un peu chelou. Donc, c'est pas très utile de savoir ça, mais bon, ça peut être utile juste pour être sûr que ta taille de l'eau ou plutôt l'effet de levier. Voilà, ça c'est plus utile. C'est pour ça que j'ai calculé l'effet de levier après la taille de l'eau. C'est si maintenant tu as des restrictions par rapport à ton effet de levier, par exemple auprès de ta propre ferme. Je sais que ma propre ferme n'autorise pas plus qu'un effet de levier de 1,10. Si maintenant tu vois que ton effet de levier moyen il est dans les 10, 12, 15, il y a un problème. Il y a des trades qui pourront pas être exécutés parce que tu risques trop. Donc là, mon effet de levier moyen est très bas. Enfin, tu l'as peut-être remarqué avec les valeurs, mais si maintenant j'ai un capital de 25 000 et que je risque 0,6, 0,4, 0,3, c'est que je fais à peine x2 et parfois même pas. Ici, je fais même pas x2. Toutes ces valeurs-là, je suis en dessous de 25 000, donc je fais même pas x2. J'utilise même pas le double de mon capital de départ. Facteur de profit, pour le calculer, du coup, tu vas prendre ton profit brut, que tu vas diviser par ta perte brute, la perte en valeur positive, c'est pour ça que j'ai mis un moins devant, donc tu vas avoir ton facteur de profit. Le rendement total, c'est simplement le profit net total divisé par le capital de départ. Bon, j'aurais pu juste mettre 25 000 ici, mais donc ça c'est ton rendement depuis ton capital départ. Donc sur la période de 2 ans, j'ai fait 138% de mon capital. Ce qui est une plutôt bonne performance, parce que c'est quasi doublé son compte en 2 ans. Après, il y a des gens... La performance est très relative, parce que il y a toutes les performances qui existent. Mais en tout cas, pour ma part, vu la stratégie que j'ai mis en place, je suis plutôt content. L'espérance, donc c'est combien tu peux espérer gagner par trade. Ici, donc l'espérance est de 1,42%. Une formule un peu plus compliquée, mais donc tu vas simplement prendre le nombre de trades gagnants que tu vas diviser par le nombre total de trades. Okay. Cette division, tu vas la multiplier par le trade gagnant moyen. Ici, je l'ai fait en pourcentage. Mais tu peux aussi le faire en euros, c'est ce que j'ai fait ici au-dessus, avec l'espérance en euros. Et puis tu soustrais à tout ça la même chose, donc tu prends le nombre de trades perdants divisé par le nombre total de trades, multiplié par le trade perdant moyen. Et tu obtiens ton espérance. Bref, si jamais il y a certaines statistiques que tu ne... Enfin, certaines valeurs ici que tu ne comprends pas bien, je t'invite à aller juste voir sur internet. Par exemple, si tu sais pas ce que c'est le facteur de profit, l'espérance, si tu sais pas ce que c'est le drawdown maximum, va juste voir sur internet, tu auras des superbes réponses pour mieux comprendre ce que sont ces valeurs parce qu'elles sont très importantes. Particulièrement le drawdown maximum. Je peux en parler vaguement maintenant, mais disons juste que tu peux avoir des stratégies qui ont un rendement impressionnant, mais un drawdown très élevé. Et ça va pas être très intéressant. En gros, simplement, imagine maintenant tu risques 1000 € pour en faire... je sais pas moi, pour en faire... Non, je vais prendre un autre exemple. Imaginons maintenant tu risques 1000 € pour faire 10 000 €, ou tu risques 10 000 € pour faire 20 000 €. Qu'est-ce que tu préférerais? Certes, d'un point de vue rendement, la deuxième stratégie est plus rentable, puisque tu vas faire 20 000 €, mais en réalité, tu vas risquer 10 000 €, ça semble énorme, tu risques énormément d'argent juste pour doubler ton compte, alors que l'autre, tu fais x10, avec un drawdown plus petit. Mais donc, bref, comme je t'avais dit, va voir sur Internet si jamais tu as des points d'interrogation en regardant ça. Les détails supplémentaires, je vais peut-être les passer rapidement pour pas que la vidéo soit... trop longues, même si elles sont toujours longues mes vidéos, mais en tout cas il y a quand même des limites à avoir. Alors, nombre maximum de jours entre deux trades et nombre de jours moyens entre deux trades, c'est des valeurs importantes pour moi qui fais du swing parce que je dois savoir combien de temps c'est possible d'attendre sans avoir une seule position à ouvrir. Et tu vois que là, le temps d'attente, en tout cas c'est arrivé qu'une fois, mais il était de 29 jours. Okay, donc simplement tu prends le maximum. Ah oui, donc pour calculer ça en fait, j'ai pris donc dans liste des trades, que je dise pas de bêtises. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Entrée liste des trades, le max entre T4 et T87. C'est pas possible ça. Ah oui, dans entrée liste des trades. En fait, j'ai calculé des formules un peu autres aussi, mais sur une autre feuille. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la durée de tous les trades.
ok, que j'ai mise en, ici j'imagine que c'est en jours, ok. Et alors je vais regarder l'écart en heures, je t'invite à faire pause sur la vidéo pour avoir la formule, et l'écart en jours. Ok, et ensuite, je vais simplement, donc c'est l'écart en heures et en jours entre chaque trade, ok, par rapport, je crois, si je dis pas de bêtises, à l'ouverture. Et donc tout simplement, je vais regarder ici, donc dans cette colonne-là, ok, l'écart en jours, parce que ici, 30 heures, c'est à peu près un jour. Bon, il n'y a pas les virgules, hein, je pourrais mettre les virgules, c'est 1,25. Mais donc, j'ai simplement pris l'écart en jours entre chaque trade. Et j'ai regardé le plus grand, donc le maximum parmi ça. Et donc tu vois qu'il y a quand même 29 jours. Donc imagine, est-ce que toi, en tant que trader, tu serais capable de ne rien faire, enfin en tout cas ne pas trader, ne pas ouvrir de position pendant un mois entier. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces statistiques-là, parce qu'il faut bien te rendre compte que si maintenant ta stratégie ne génère aucun signal pendant une période aussi longue que 29 jours, ce qui a été observé dans l'échantillon, c'est pas si inquiétant. C'est quelque chose qui avait déjà été observé, tu ne dois pas paniquer pour autant. Après, bien évidemment, le nombre de jours moyen entre deux trades, il est de 8. Ok, donc il y a 8 jours en moyenne entre deux trades, et si je regarde un peu les graphes, tu vois que le nombre de jours entre deux trades, il y a quand même, sur l'échantillon de 85 trades, il y en a 21 qui sont entre 1 et 3 jours, ok, 26 qui sont entre 4 à 6 jours, etc., etc., etc. Donc, ça va encore, je veux dire, si maintenant tu regardes ici, donc ça te fait 26 plus 21, ça veut dire 47 trades, donc quasi la moitié de mon échantillon, qui dure moins d'une semaine. En tout cas, pour du swing, ça va, je trouve que c'est pas la mort d'avoir qu'un trade par semaine. Bref, donc ça c'est des métriques, nombre de jours minimum entre deux trades, 0 forcément, parce que ça peut arriver qu'il y ait deux signaux dans la même journée. Nombre d'achats, nombre de ventes, alors là, je regarde juste ce qui est intéressant, parce que tout n'est pas intéressant. Pour les rendements, c'est toujours intéressant à voir, mais donc dans ma liste des trades, on la voyait pas tantôt, mais à droite, en fait, tu as la performance. Donc simplement, tu calcules la performance. Bien évidemment, attends, je l'ai calculé comment ? Ouais, donc j'ai fait... Ok, je vois comment j'ai calculé ça. Donc simplement, je prends le capital de départ et je prends le capital à la fin du mois et je calcule la différence. Ensuite, je prends le capital au début du mois et je prends le capital à la fin du mois et je calcule la différence. Donc ici, j'ai mes rendements mensuels. Après, tu t'additionnes juste tout ça. Je crois que j'ai juste fait une bête addition. Ouais. Bon, c'est pas hyper correct mathématiquement, mais c'est juste pour avoir une idée des rendements mensuels. Après, du coup, le rendement mensuel moyen, il est de 4%. Rendement trimestriel moyen de à peu près 12%. Rendement annuel moyen de 60%. Annuel, donc sur un an. Donc c'est toujours bon à savoir, tu vois, tu te dis ok, bon en moyenne je m'attends à faire 4%, mais ce qui est toujours mieux je trouve c'est d'avoir un graphe comme ça avec ta performance mensuelle. Parce que tu vois quand même qu'elle fluctue pas mal. Derrière j'ai pas réussi à mettre une ligne qui suit les hauts et les bas, donc j'ai simplement mis une moyenne mobile à 2 périodes je crois, ou 3 périodes. Donc c'est une moyenne mobile en réalité. Mais ça nous donne quand même une idée de comment la performance fluctue. Et donc tu vois que tu peux avoir des très bons mois, okay, comme tu peux avoir des plus mauvais mois. Après, dans l'ensemble, il n'y a que 2 mois en négatif, donc le mois de juillet ici et le mois de septembre. D'ailleurs, j'ai remarqué une petite chose bizarre, mais je dois encore l'étudier pour voir si c'est juste une anomalie ou si c'est vraiment une récurrence. J'ai remarqué que les mois de avril et de juillet sont faibles 2 années d'affilée. Donc particulièrement, donc tu vois ici que le mois d'avril et le mois de juillet sont très faibles. Et l'année suivante, tu vois que le mois d'avril et le mois de juillet sont aussi assez faibles. Je sais pas si c'est juste une coïncidence ou s'il y a une raison derrière. Peut-être que ma stratégie performe mal avec les saisonnalités et tout. Bref, je dois vérifier. Mais donc ça c'est pour la performance mensuelle. C'est toujours intéressant de du coup la voir plus... colonne par colonne en fait tout simplement, parce que imagine maintenant tu commences à trader ta stratégie et tu vois que ton premier mois est négatif comme le mois de juillet, faut pas décourager pour autant, tu sais que c'est déjà arrivé. Et imaginons tu as 2 mois qui sont pas terribles d'affilée, tu vois, comme ceux-ci par exemple, c'est pas grave, tu sais que c'est déjà arrivé. Ou à l'inverse, si tu as un mois particulièrement élevé, tu te dis ok c'est chouette, mais attention, tu sais bien que c'est une performance extraordinaire par rapport à ton rendement mensuel moyen. Je continue, j'aimerais juste aborder ces choses là avant d'arrêter la vidéo. Puisque de toute façon c'est des vidéos que je vais devoir faire en plusieurs fois, parce que comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, dans l'intro de la vidéo précédente, tout ce travail là c'est un travail qui m'a pris plus d'1 mois à faire, pas juste le Excel mais toute la recherche derrière, la stratégie, le backtesting et tout, et donc forcément tout présenter
10 minutes, c'est pas possible. C'est pourquoi la vidéo est très longue. Et celle de hier aussi était très longue. Donc ici, j'ai calculé. Donc tu vois, il y avait mon rendement total de 138%. J'ai aussi calculé le rendement pessimiste, ce qu'on appelle le PROM. C'est un concept qui vient de Robert Pardo. Donc le PROM, donc c'est Pessimist Return on Margin, donc le retour pessimiste sur la marge. C'est quoi la formule? C'est tout simplement ton profit net total ajusté, je vais expliquer ce que c'est par la suite, divisé par du coup le capital de départ, donc divisé par ta marge. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est pour ça que j'ai mis le détail, parce que c'est pour mieux l'expliquer. Donc tu vas prendre, en gros, le rendement pessimiste suppose, donc pour l'expliquer en français, le rendement pessimiste, ce que ça suppose, c'est que parmi le nombre de trades gagnants que tu as eu, tu en auras moins que ça en trading réel, et parmi le nombre de trades perdants que tu as eu, tu en auras plus que ça en trading réel. Et ça suppose aussi que ton, du coup, profit brut, ici, sera moins élevé que ça, puisque du coup, tu auras eu moins de trades gagnants, et ta perte sera plus élevée que ça, puisque tu auras eu plus de pertes. Donc en gros, c'est se dire, bah, tiens, tu vas moins bien trader ta stratégie que ce que la simulation historique a montré. Donc, nombre de trades gagnants ajustés, tu vas juste prendre du coup le nombre de trades gagnants, donc ici c'est ma cellule B7, que tu vas diminuer de la racine du nombre de trades gagnants. Okay, donc on fait 52 moins racine 52. Tu fais la même chose avec le nombre de trades perdants, sauf que tu vas faire une addition. Donc tu prends 33 plus la racine de 33. Okay, donc déjà ici, tu as un nombre de trades gagnants ajustés plus faible et un nombre de trades perdants ajustés plus élevé. Ensuite, tu vas regarder le pourcentage de rentabilité ajusté, mais ça je crois pas que tu sois obligé. Okay, donc tu vois déjà ici que j'avais un win rate, comme on appelle ça, de 61%, et maintenant j'ai un win rate de plus ou moins 50%, de 54%. Donc déjà, tu vois qu'il y a déjà une différence significative. Ensuite, tu vas ajuster ton profit brut. Donc tu vas tout simplement prendre ton profit brut, ton nombre de trades gagnants, tu divises les deux, tu multiplies par le nombre de trades gagnants ajustés. Tu fais la même chose avec la perte brute. Okay, donc tu prends ta perte brute, tu la divises par ton nombre de trades perdants, et tu la multiplies par le nombre de trades perdants ajustés. Okay, donc tu as ton profit brut ajusté, ta perte brute ajustée, tu calcules ton profit net total en faisant la différence des deux. Bon, ici j'ai fait une addition parce qu'on a un chiffre négatif. Ok, tu as ton profit net total ajusté, et puis tu vas pouvoir calculer donc ce profit net total ajusté divisé par ton capital de départ. Okay, donc tu vois déjà ici que mon rendement pessimiste est moins élevé. Après, ce que Robert Pardo suggère, Robert Pardo c'est l'auteur du livre que j'ai montré dans la vidéo d'hier. Il est d'ailleurs sur la miniature de la vidéo d'hier. Ce qu'il propose aussi de calculer, c'est de calculer le PROM, donc le rendement pessimiste, sans le plus grand trade gagnant, et aussi le PROM sans la plus grande série de trades gagnants. Donc supposons que dans ta série de trades, okay, ton plus grand trade gagnant ici, en fait ce soit quelque chose d'exceptionnel et que c'était peut-être pas censé arriver. Ou en tout cas c'est très rare que ça arrive, donc on va l'enlever. Et on va aussi supprimer la plus grande série de gagnants, parce qu'on va aussi supposer que c'est le résultat du hasard et que c'est une chance exceptionnellement curieuse, on va dire. Donc tout simplement tu vas refaire la même formule, si ce n'est que tu vas retirer du profit brut ajusté, tu vas retirer ton plus grand trade gagnant. Donc le plus grand trade gagnant c'était, il était ici, okay, de 1700 €. Et ici tu vas enlever la plus grande série de trades gagnants. Donc là je l'ai juste prise manuellement dans ma liste de trades, mais donc j'ai fait de nouveau le profit brut ajusté, et j'ai retiré ici la somme. Je ne sais plus où elle était, mais bref, de ma plus grande série de gagnants. Et tu vois que du coup, on passe d'un rendement total de 138% à un rendement de 84%. Ce qui est beaucoup moins. Après, l'important ici n'est pas de se dire « Oh mon Dieu, mon rendement a été significativement rogné ou rongé ». Non, ce qui est important, c'est de se dire est-ce que ma stratégie reste rentable malgré le fait d'enlever la plus grande série de trades gagnants et le plus grand trade gagnant. En fait, ici, tu aurais un résultat négatif si maintenant tu avais un petit échantillon de trades. Donc imaginons que tu n'avais que 10 trades et que dans ces 10 trades, il y en a un ou deux qui en fait ont couvert toutes les pertes. Et en fait, tu as perdu 8 trades, tu n'en as gagné que 2, et c'est ces 2 trades qui ont couvert toutes tes pertes. À ce moment-là, en fait, si tu enlèves le plus grand trade gagnant, peut-être que ta stratégie n'est pas rentable. Okay, et sans la plus grande série de trades gagnants, idem. Donc voilà. Facteur de profit pessimiste, espérance pessimiste, toutes ces choses-là, en fait, c'est juste les mêmes mesures que là, sauf que je les ai calculées du coup avec les profits bruts et la perte brute ajustée. Le score SQN, ça c'est un concept de Van Catarp, celui qui a écrit Trading Behind the Matrix. Ça permet, pour te donner une mesure, disons qu'un score de 1, ça va, mais ça peut être mieux. Puis de 2, 3, 4, c'est déjà une bonne stratégie, voire même très bonne. Et au-dessus de 5, c'est une très bonne stratégie. Donc c'est toujours intéressant à calculer pour avoir une idée
bah, tiens, est-ce que ma stratégie est bonne? Bon, c'est très vague, mais c'est un indice de qualité. En fait, c'est justement, c'est le score quality number, donc c'est un score qualité de ta stratégie. Ok. De toute façon, tu peux voir sur internet, tu tapes juste score SQN, interprétation, ou un truc comme ça, et tu vas voir du coup quelle valeur correspond à quoi. Donc pour le calculer, tu prends ton trade moyen. Alors ici, j'ai voulu le calculer en pourcentage pour voir s'il y avait une différence avec la valeur en réel, mais en réalité, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que même si je le calcule avec en termes monétaires, ben, j'obtenais aussi plus ou moins 7, quelque chose. Donc il n'y a pas vraiment de différence, mais bref. Tu vas prendre ton trade moyen gagnant, en euros ou en pourcent. Tu vas le diviser par l'écart type. Ok, je vais montrer après comment calculer l'écart type. Et tu vas multiplier tout ça par la racine de ton nombre total de trades. Ok, n'hésite pas à faire la pause sur la vidéo si ça va trop vite. Alors pour calculer l'écart type et la variance, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donc, enfin pour calculer l'écart type, il va te faire la variance, parce que l'écart type c'est simplement la racine carrée de la variance. Donc tu vas pour calculer ta variance, donc en fait je l'ai fait ici, j'ai fait un autre tableau. Tu vas prendre donc tous les résultats de tes trades, donc ça c'est tous les gains de mes trades ou les pertes en pourcent. Ok, tu vas retirer de ces gains ou ces pertes, le gain ou la perte moyenne, donc c'est 1,03 ici. Je l'ai remis en numéraire manuellement, mais en réalité tu peux le faire avec la case. Donc c'est ici le trade moyen. Oui, donc du coup comme tu vas faire ça pour les gains et les pertes, tu dois prendre le trade moyen, pas juste le trade moyen gagnant ou le trade... Non, le trade moyen. Donc tu retires le trade moyen de ces valeurs-là. Okay, donc tu vas avoir une deuxième colonne. Ensuite, dans ta troisième colonne, tu vas juste prendre le carré de ceci. Donc ça va te donner... bon, ici c'est toujours en pourcent, on s'en fout. Donc tu prends le carré de cette valeur-là. Une fois que tu as le carré de cette valeur-là, ok, donc ta formule pour la variance, ça va être la somme du coup de tous ces carrés. Donc la somme de tout ça, ici de tous ces carrés, que tu vas ensuite diviser par ton nombre total de trades. Tu vas avoir ta variance. Ici elle est en pourcent, puisque du coup j'ai utilisé des valeurs en pourcent, mais elle pourrait être en euros. De toute façon, on s'en fiche parce que du coup, le score SQN n'a pas de valeur monétaire, ni pourcentage, etc. Et puis du coup, l'écart type, c'est le carré de ça. Et alors, donc ton score SQN, comme je l'ai dit, tu prends le trade moyen, tu le divises par l'écart type, tu le multiplies par ta racine du nombre total de trades et tu as ton score SQN. Le run-up maximum, c'est comme le drawdown, j'en ai parlé tantôt, mais dans l'autre sens. Du coup, tu vois ici que c'est 12%, c'est énorme. C'est pourquoi c'est d'autant plus pertinent de retirer la plus grande série de trades gagnants. Ok. Et donc voilà, on a passé toutes les formules en revue. N'hésite pas à faire pause au moment où tu veux voir les trucs en détail. Je regarde juste qu'est-ce que j'ai calculé ici. Profit brut des achats. Ah oui, ici, ah oui aussi. Bon, il y a encore énormément de choses à raconter, mais je vais juste te donner quelques tips ici pour le temps qui me reste. Je vais essayer de garder la vidéo autour d'une heure, donc je vais pas te retenir plus longtemps, mais juste encore quelques petits tips. Une fois que tu as tout ce résumé de performance, ce que tu vas vouloir faire, c'est regarder tes résultats, les analyser, essayer de comprendre comment ta stratégie fonctionne. Est-ce qu'elle est réaliste déjà? Est-ce que tu n'as pas fait une erreur dans ton backtesting? Est-ce que tu n'as pas fait une erreur quelque part? Et vérifier tout ça. Alors là, tant que j'étais là-dessus, petite remarque, ce qui peut être intéressant à regarder, peut-être pas en premier, mais bon, je suis quand même dessus, ça va être regarder s'il y a une certaine homogénéité entre le nombre de achats et le nombre de ventes. Forcément, si ta stratégie, c'est qu'une stratégie longue, donc qui fait que des achats, et qu'on se retrouve dans un marché baissier, ça peut être embêtant parce que tu pourras pas trader. Donc voir un peu s'il y a une certaine homogénéité. Ici, tu vois que le nombre d'achats et le nombre de ventes est quasi similaire. Idem aussi sur les profits des achats et des ventes. Donc tu vois ici que il y a à peu près 19 000 € qui ont été générés en profit net pour les achats et à peu près 14 000 € qui ont été générés pour les profits nets pour les ventes. Donc ça aussi tu vois qu'il y a une certaine homogénéité, idem avec le profit brut et idem avec la perte brute. Donc le but ici c'est de se dire tiens en fait sur mes 42 ventes en fait elles sont toutes perdantes et c'est ça qui fait que par exemple imaginons ici j'avais moins 15 000, en fait à ce moment-là peut-être se dire ma stratégie fonctionne pas en short et c'est une stratégie longue. Ok, donc ça peut être intéressant à regarder. Toutes les statistiques ici que tu as à droite en fait c'est juste une façon visuelle de représenter ce que tu as à gauche, mais donc la courbe de croissance, ça, je vais pas dire que ça sert à rien, parce qu'en soi
tu peux tirer des leçons visuellement, ok. Donc si maintenant tu vois que tu as des grosses périodes de drawdown, que ta courbe n'est pas lisse, qu'elle n'est pas croissante aussi. Le simple fait de voir la courbe de croissance peut en dire très long sur une stratégie. Si ta courbe de croissance est plate, ou alors qu'elle swing dans tous les sens, c'est pas bon. Mais du coup ça peut être intéressant, par exemple si tu vois qu'il y a un gros run-up, ok, et puis après une petite période de drawdown, bref. Ta courbe de croissance peut être utile et il y a des choses à en tirer quand tu la regardes visuellement. Performance mensuelle, trimestrielle aussi, essayez de voir s'il n'y a pas une certaine homogénéité. C'est important d'avoir de l'homogénéité dans tes performances parce que si maintenant tu as une stratégie, imaginons, trimestrielle qui fait 20% sur le premier trimestre, puis qui fait 0, 0, 0 les 3 autres trimestres, bon, je sais pas si c'est viable dans le sens où oui, à la fin de l'année, tu es rentable. Sur l'année, tu as fait 23%, mais bon, tu as eu un trimestre rentable, et puis les 3 trimestres qui ont suivi, tu faisais 0. Est-ce que tu serais capable de vivre avec 9 mois de trading sans gagner un seul sou ? Pas sûr. Donc ça aussi, il faut essayer de trouver une certaine homogénéité dans tes résultats. Si c'est pas mensuel, parce que tu as des stratégies qui peuvent fortement fluctuer d'un mois à l'autre, mais que ce soit au moins trimestriel. Essaye au moins que chaque trimestre, tu dégages un rendement positif. Alors la distribution des gains, c'est très utile et c'est, je conseille à tout le monde de le faire. La distribution des gains, en fait, c'est simplement de voir, tiens, donc là, il y a l'axe, on va dire 0. À droite, c'est les gains. À gauche, c'est les pertes. Mais combien de trades, par exemple, m'ont engendré une perte de 0,55% ou plus, ou moins, pardon, donc entre 0 et moins 0,55%. Tu vois qu'il y en a 33. J'ai vérifié manuellement, mais en réalité, c'est 33 trades perdants. C'est marrant parce que c'est aussi tous les trades ici, donc j'ai vérifié. C'est pas juste une coïncidence que ce soit aussi 33 le nombre de trades de moins d'un jour. Tous mes trades perdants sont clôturés dans les 24 heures. Donc si mon trade ne passe pas, il est clôturé en 24 heures. Le stop se fait toucher en moins de 24 heures. Donc ça, c'est une chose très intéressante à savoir. Parce que, imaginons maintenant, j'ouvre une position et elle dure depuis 2-3 jours. Et théoriquement, dans ma simulation historique, il n'y a jamais une position qui a pu durer aussi longtemps et finir en perdant. Ça veut dire que la tendance est lancée, en fait. Parce que c'est une stratégie de suivi de tendance de base. Donc ensuite, tu vois que la plupart de mes trades rapportent 1,5 à 2%, donc ça veut dire 3 à 4 R, et puis alors, bref, c'est une distribution, tu vois, alors que 11 trades et 13 trades, donc ça fait 24 trades, donc en réalité 24 plus 19, un peu de maths, ça fait 43. Tu vois que 43 trades, donc la moitié de mon échantillon, rapporte un rendement entre 1 et 2,5%. Cool. Nombre de jours entre deux trades, je l'ai déjà évoqué, mais du coup, c'est de se dire, tiens, combien de temps est-ce que je vais devoir attendre en moyenne pour ouvrir une position ? Alors, tu vois que parfois, je peux devoir attendre 1 à 2 semaines avant d'avoir un trade. C'est quand même 28 trades pour lesquels j'ai dû attendre 1 à 2 semaines avant d'ouvrir une position. La durée des trades moyenne, tu vois que ça c'est tous mes trades perdants, mais si tu regardes du coup les trades gagnants, c'est 1 à 3 jours, 4 à 6 jours. Et puis certains trades durent 1 à 2 semaines. Il n'y en a aucun qui dure 2 semaines ou plus. Donc ça aussi, c'est toujours bon à savoir. PNL, très important. Pourquoi ? Parce que tu vas tout de suite remarquer si tu as une mauvaise gestion des risques. Ici, tu vois que mon PNL, en tout cas pour les pertes, ne dépasse jamais moins 0,5%. Ça veut dire que jamais... Bon, après, bien évidemment, ce backtesting ne prend pas compte du slippage. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas de slippage, jamais, du coup... je risque plus de 0,5% de mon capital sur un trade. Et puis alors, tu vois aussi la distribution, enfin pas la distribution, mais du coup, on va dire plutôt la fréquence des gains et des pertes. Et tu vois par exemple ici que, voilà, un gain, bim, t'as 6 gains d'affilée. C'est ça que j'ai supprimé, c'est cette séquence-ci. Mais donc, tu vois un peu la répartition, de nouveau, visuellement, tu peux déjà tirer des conclusions. Session à l'ouverture des trades, toujours intéressant à voir. La session à l'ouverture des trades, juste te montrer comment j'ai calculé ça. Donc, j'ai été... ici, ok. Donc j'ai simplement noté pour chaque trade. Voilà, donc en gros, c'est des conditions un peu particulières, mais je vais te le refaire ici en direct. On suppose que la session asiatique démarre à minuit, que le pré-Londres c'est genre 7h, je crois que j'avais mis, ou 7h30, on va dire 7h. Ouais, mais ça me le met déjà. Normalement, ça va te le mettre en heure, ok, et pas en nombre. Ça va te le mettre en heure comme ça, ok. 7h, 9h pour Londres. L'overlap, ça commence à 15h30. Il va m'emmerder, lui. Voilà.
Et la session de New York commence à 17h30. Bah, attention à ce que je dis. La session de New York commence à 15h30, en tout cas à l'heure ici. Mais je mets que la session... En fait, on n'est que dans la session de New York que à partir de 17h30, puisque du coup Londres est fermé à ce moment-là. Et puis alors de nouveau, bah, tu as la session asiatique au-delà de 22h. Ok, mais donc ce que tu vas vouloir faire, c'est transformer ces valeurs-là, ok, en valeurs numéraires. Donc tu vas avoir des nombres ici. Ok. Et alors simplement, tu vas calculer des conditions. Donc tu te souviens ici, on a tous mes trades. Donc j'ai simplement continué dans cette veine-là. Donc pour le premier trade, par exemple, j'avais mis les dates ici aussi à gauche, tu vois, la date et l'heure d'ouverture. Ben, j'ai simplement mis, tiens, si au moment de l'ouverture, donc c'est ici, l'heure d'ouverture, ok. Si l'heure d'ouverture, donc c'est la case O3, est supérieure à 0,911, donc en fait ça veut dire, parce que ces valeurs-là en fait correspondent aux sessions, donc si l'heure d'ouverture est supérieure à 22h, alors on est dans la session asiatique. Si l'heure d'ouverture est supérieure à New York, c'était 17h30, alors on est dans la session de New York, uniquement dans la session de New York. Si on est supérieur à 15h30, on est dans l'overlap. Si on est supérieur à 9h, on est dans la session de... etc. Et donc tu fais du plus grand au plus petit comme ça. Puis bien évidemment à la fin, donc si on est supérieur à 7h, on est dans le pré-Londres. Si on est supérieur ou égal à 0, on est dans la session asiatique. C'est important de commencer et de terminer par la session asiatique. Et donc après, tu vas simplement dérouler et en fait il va remettre à quelle session... Enfin, durant quelle session tu as ouvert chaque trade. Et puis tu comptes tout simplement, hein, donc le nombre, si là-dedans on a le mot Asie. Donc tu comptes le nombre de cases où il y a affiché Asie, il y a 9 trades. Le nombre de cases où il y a pré-Londres, 4, 53, etc. Et puis tu transformes tout ça en graphique. Et donc tu vois ici que, et bon ça je l'ai toujours été, hein, mais c'est une stratégie surtout pour la session de Londres. Ok. Bien évidemment, la session de Londres ici, c'est pas juste l'opening, genre de 9 à 11h, c'est 9h jusqu'à 15h30, jusqu'à ce que la session de New York ouvre, puisque après ça, du coup, on est dans l'overlap ou New York. Mais donc, ça veut dire que la majorité de mes trades, donc 53 trades, ont été ouverts entre 9h et 15h30. C'est toujours bon à savoir, parce que ça te dit à quel moment est-ce que tu dois être attentif et vigilant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Moi-même, je commence à fatiguer. Parce que parler pendant 1 heure, ça demande énormément d'énergie. Mais donc, j'espère que la vidéo t'aura plu. De nouveau, comme je disais dans la précédente, si tu as des questions ou que tu aimerais bien que j'explique plus en détail une formule ou quoi, n'hésite pas à poser la question en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et si je ne sais pas y répondre par commentaire, je ferai une vidéo à l'occasion alors pour expliquer, par exemple, la création des graphiques. J'ai pas expliqué comment j'ai fait à chaque fois les graphiques, j'ai juste dit ce que ça représentait, mais c'est vrai que j'ai pas expliqué comment créer les graphiques. Donc ça peut être utile de faire une vidéo là-dessus. Mais bref, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo te sera très utile. Si tu as déjà fait des backtesting, tu pourras peut-être mieux les afficher de façon plus esthétique dans un Excel. Si tu n'as jamais fait de backtesting, je ne saurais te dire à quel point c'est important. Parce que si tu ne backtestes pas, tu n'as aucun moyen de savoir si ta stratégie a été rentable par le passé. Tu n'as aucun moyen non plus de savoir si ta stratégie sera rentable à l'avenir. Donc backtest. Et puis pour terminer du coup sur une petite note, on va dire théorique. Donc une fois que tu as backtesté ta stratégie, ce que tu vas vouloir faire, c'est la tester sur un compte démo, donc faire du forward testing. En tout cas, c'est pour les stratégies discrétionnaires. Si maintenant tu as une stratégie automatique avec un algo de trading, tu peux la tester automatiquement et faire tout ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais dans le cas où tu es comme moi avec une stratégie plutôt manuelle, à ce moment-là, tu vas la backtester, la forward tester. Comment tu la forward test? Super, le trou de mémoire. Ça veut dire que la vidéo devient trop longue. Bref, pour la forward tester, soit tu utilises un petit compte démo, ok, soit tu utilises un petit compte réel. En tout cas, un compte réel qui va pas trop... je veux dire, t'as pas envie de mettre 100 000 € sur la table sans savoir si ta stratégie est rentable. Donc tu vas utiliser un petit compte réel ou alors un compte démo. Et une fois que ta stratégie a fait ses preuves sur une certaine période, bien évidemment, ça dépend de la période que tu veux tester. Hein. Si tu as testé ta stratégie, par exemple, sur 2 ans, comme je l'ai fait ici, ça pourrait être intéressant peut-être de la tester pendant 3 à 6 mois avant de la trader avec des grosses sommes. Mais donc voilà, et puis alors une fois que tu as fait ce test, on va dire ce forward test, tu peux comparer ton backtesting et ton forward testing. Donc l'idéal en fait c'est qu'à la fin de ton forward testing, tu refasses le même, au moins ça, tu vois les graphiques et tout ce qui est en dessous c'est supplémentaire, mais au moins ça.
ok, et tu compares la performance des deux. Et si les performances sont plus ou moins similaires, qu'il n'y a pas trop de déviation, à ce moment-là, du coup, tu peux envisager de la trader en réel avec des sommes un peu plus importantes. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo.